Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler de livres d'arts martiaux avec Lionel Froidure. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de bouquins et il faut rendre à César ce qui est à César puisque tu as été le premier, je crois, à parler sur ton blog de karaté, à parler des livres d'arts martiaux, à faire des articles, des reviews de livres d'arts martiaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu cet intérêt pour les livres d'arts martiaux ? Alors oui, c'est vrai que, alors je sais pas si je suis le premier à l'avoir fait, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours et à un moment donné, je suis moi dans la vidéo et les gens me demandaient souvent après, moi j'aime bien les livres, tout ça, donc est-ce que tu as un livre à me conseiller? Puis là je fais bon, ben, je vais partager quelques livres que j'ai déjà, des livres que j'apprécie. J'ai toujours baigné dans les livres d'arts martiaux et les vieilles cassettes, les VHS, vu que mes parents, ils en avaient tous les deux. Donc j'ai toujours eu des livres et des VHS à la maison. Donc ça a toujours fait partie en fait de ma culture d'avoir de quoi me nourrir extérieurement au dojo. C'est avec des livres et de la vidéo à côté. Est-ce qu'il faut dire aussi pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore, c'est que tu fais partie d'une famille de pratiquants d'arts martiaux, puisque Ouais. je crois que tes deux parents sont pratiquants, ton père et ta mère. Ouais. Tu es maintenant au gradé en karaté, je crois que tu as le 6e dan, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, j'ai un 6e dan, ouais. C'est à la fois une vocation, une passion, ça a été à la maison toute ta vie en fait, le karaté. Oui, en fait, ça a toujours été présent dans ma vie. Il y a papa, maman, il y a ma petite sœur aussi qui est pratiquante aussi. Donc, il y a tout le monde qui pratique. Et j'ai suivi papa et maman, donc, comme tous les enfants suivent leurs parents au début. Et puis après, j'ai choisi de vraiment pratiquer, quoi. Donc de rentrer. Après, j'ai voulu rentrer en équipe de France, chose que j'ai faite. Donc je me suis démené pour pouvoir vraiment rentrer dans cette passion qui est devenue vraiment une passion. Et c'est là où j'ai commencé à avoir l'envie de partager, donc d'enseigner. Et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est là en fait, j'ai envie de devenir enseignant. Donc j'ai passé mon brevet d'État très jeune, parce que je savais déjà que c'est ce que je voulais faire, quoi. Donc les arts martiaux font vraiment partie de la famille, quoi. Donc c'est un écosystème. Des fois on dit que c'est pas évident de suivre les traces de ses parents. C'est vrai que c'était pas évident, mais en adulte c'est vachement bien parce qu'on parle le même langage, on parle des mêmes choses, on a vraiment un sujet qui nous passionne tous. Et ça c'est super parce qu'on a tous une façon de voir la pratique un petit peu différemment. Et ça, c'est chouette parce que ça permet de s'ouvrir sur d'autres façons de penser. Et tes parents, justement, ils avaient déjà des livres d'arts martiaux, tu te rappelles quand tu étais jeune, de bouquins à la maison, ce genre de choses? Ah ouais, il y en avait plein, ouais. Il y avait plein de bouquins, ouais. Il y a des bouquins qui... il y avait des vieux bouquins, je me rappelle, il y avait mon père, il avait un vieux bouquin en noir et blanc, il était en anglais, il savait même pas, il lit pas l'anglais, hein, donc... c'est pas grave, c'était un vieux bouquin qu'il avait récupéré de je sais pas où. Après, bon, il avait les bouquins de Kanazawa, c'est pour les katas. Il y avait une des premières éditions, alors je sais plus qui c'est qui le faisait, c'était avec Kaze Sensei, donc avec les premiers katas, avec les Heian, et après plus tard il y a les supérieurs qui sont arrivés avec, je crois que c'est Budo Édition, hein, je crois que c'est chez vous. Ouais, justement, C'est alors qui avait on fait l'a repris. avec la grande couverture rouge. La première édition, c'était chez Cedirep, je crois que c'était dans les années 80. C'est un grand bouquin que Je j'ai l'ai là. derrière. Ouais, bah voilà, tu l'as Ouais. aussi, ouais. Il est juste là. Tiens, hop, il est juste là. Voilà. Un superbe pavé. Ouais, bah voilà, c'est celui-là, ouais. Donc on l'a ressorti avec plus de kata que ce qui était dans le livre originel. Et puis on l'a remanié, on l'a remis au goût du jour parce que bon, sur le format Cedirep, c'était un format assez petit. Là, on l'a mis en grand avec de belles photos, etc. C'est un gros boulot, mais... Là, maintenant, il est magnifique. Hein. Ouais. Il rend hommage à Sensei Kaze, quoi. Ouais, bah c'est le boulot, c'est un peu ça. Et puis surtout, ce qui est intéressant avec ces bouquins sur les katas, c'est que c'est pas que des aides-mémoires ou des bouquins qu'on utilise pour apprendre les katas et pour la technique, c'est aussi une manière de voir l'évolution des katas dans le temps, l'évolution de la pratique, puisque les katas tels que les pratiquait Maître Kaze
dans les années 80, etc. C'est plus tout à fait les mêmes qu'on fait de nos jours, et surtout ça laisse une trace marquante de son passage sur le paysage martial français, quoi. Alors, plus loin dans ton raisonnement, tu vois, on prend en plus, par exemple, celui que vous avez fait, le karaté Dokyohan Mhm. de Funakoshi Sensei, c'est pareil, on voit nettement entre les deux quoi, les évolutions qu'il y a eu. Oui. Donc c'est constant. On voit une évolution dans le travail, dans le perfectionnement du travail, hein. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que sur ton blog, tu as fait pas mal de reviews de ces livres-là, à la fois le Mm. Karaté Dokyohan, le livre de Maître Cassé, quelques livres techniques, quelques livres historiques, comme les petits livres que j'ai derrière moi, là, L'essence du karaté, Karaté Do ma voix, ma Ouais. vie. Donc ça, c'est des Mm. livres qui t'avaient intéressé très jeune, ou tu t'y es réintéressé plus tard dans ta pratique? Alors j'ai Karate Do, la biographie de Sensei Funakoshi, je l'avais lu quand j'étais plus jeune, Mhm. mais bon, c'était sympa, c'était marrant, c'est un petit récit. J'ai pas accordé en fait beaucoup d'importance. Et j'y suis revenu que beaucoup plus tard, et passé bien la trentaine, où là, je l'ai relu avec avec une vision d'adulte, de Ouais. pratiquant un petit peu plus confirmé, plus érudit sur l'histoire du karaté aussi, sa connaissance. Donc c'était très intéressant dans ce sens-là, parce que ça m'a permis de revoir, de redécouvrir en fait un univers que j'avais déjà lu, Mhm. mais je l'avais pas lu dans le même sens quand on est ado que quand on est un adulte, et quand ça fait 15 ans qu'on pratique sérieusement, on va dire. Et ça change pas mal les choses, quoi. Et Ouais. c'est une belle vision de la pratique, de comment c'était la pratique avant. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est ça qui est intéressant de voir. Ouais, ouais, c'est vrai. Surtout, on n'a pas beaucoup de médias pour connaître le karaté d'avant. À part les livres, on n'a rien en fait, parce qu'il y a Mm. très peu de vidéos. Même sur les Oui, années 40, 50, 60, au final, il reste que très peu de choses, puisque les bobines de films en Super 8, elles ont pratiquement toutes disparu, il en reste presque plus. Et tout ce qui mm. nous reste, en fait, c'est les livres et quelques photographies d'époque. Donc c'est vrai que pour connaître le karaté de Maître Funakoshi, à part Karaté Do Kyohan et le bouquin biographique Karaté Do ma voix, ma vie, on a quand même peu de traces de son passage. Donc c'est des bouquins, c'est les seuls médias qu'on a en fait pour connaître cette époque. J'ai vu d'ailleurs sur ton blog que tu as pas mal de livres à caractère historique. Ça t'a intéressé très tôt, l'histoire des arts martiaux? Non, quand je me suis vraiment rentré dans la pratique, j'étais surtout dans la compétition. Donc Mhm. ce que je voulais, c'était faire la compétition. Donc les katas, comme dit Dominique Valera, c'était un peu catastrophique. C'est pour ça que j'ai échoué ma ceinture noire 3 fois, parce que alors que j'étais en équipe de France, etc., hein, donc je faisais pas de kata, quoi, j'en voulais pas, quoi. Donc Mhm. je perdais mon temps pour moi. Donc ce qui comptait pour moi, c'était le comité, et mes références à l'époque, c'était Massy, c'était Tramontini, Ouais. voilà. Et c'était plus, tu vois, de la VHS, donc à l'époque, hein, où la bande a tourné, jusqu'à ce qu'on voyait quasiment plus rien, parce que tellement elle avait tourné, quoi. Ouais. Donc Ah, ça parlera c'est un peut-être problème. pas aux jeunes, mais c'est vrai que les magnétoscopes, Non. à force de mettre les cassettes dans les magnétoscopes, au final, la bande était abîmée. Le côté historique est venu plus tard. C'est quand j'ai commencé à rentrer dans l'enseignement, où là j'ai commencé à me poser des questions. Ok, le karaté, bon, je sais que ça vient de là, mais je répétais comme un perroquet ce que j'avais déjà entendu. De nature très curieuse, j'ai commencé à commencer à lire quelques trucs à droite, à gauche, hein, à commencer à couper des informations, voir ce qu'il y avait écrit sur certains livres, sur d'autres. Ouais. Et c'est petit à petit en fait que je me suis passionné par ça, et d'essayer de comprendre un petit peu mieux comment c'était avant. C'était pour non pas juste essayer de comprendre comment c'était avant, mais plus de comprendre quelle était leur recherche avant pour être dans la bonne trajectoire, on va dire aujourd'hui. Comme on dit, si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu veux aller. Il te faut une bonne trajectoire. Et donc, bien comprendre le passé, ça permet en fait de savoir se situer aujourd'hui et de voir une trajectoire.
Après, il y a plein de trajectoires qu'on peut prendre, mais au moins, on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Et on ne peut pas se dire oui, ou réinventer des choses qui existaient déjà, quoi. Donc, c'est comme, j'en parle souvent, et c'est pour ça que je parle souvent, par exemple, de karaté Dokuhan. C'est quand je fais des stages un petit peu partout, et que je dis oui, il y a des projections dans le karaté. Maître Funakoshi, il en parle dans son livre. C'est pas nouveau. Le travail des clés, le travail contre les armes, le travail des kyusho, ça a toujours fait partie. Et c'est pas quelque chose de nouveau et que quelqu'un a ramené. Bien au contraire, plus on a avancé, plus les gens en fait ont scindé les choses et se sont séparés au lieu d'avoir une pratique globale. Et moi, je vais plus dans ce sens-là, vers une pratique qui est plus complète que l'inverse, qu'une pratique qui va se refermer sur juste, on va dire, du Maite Gyaku Mawashi. Il faut aussi dire que ça a été cette pratique scindée, ça a été une grosse variable des années 60, 70, 80. Quand il a commencé à avoir de la concurrence parmi les professeurs, ils ont voulu se spécifier dans un domaine particulier où ils étaient bons pour pouvoir justement se légitimer face à leurs concurrents. Ça a aussi été une pratique, pas que en Europe, mais aussi au Japon en réalité, puisque même dans le karaté, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de global. Il y a les projections, il y a les atemi, il y a même des clés au sol parfois, il y a le travail des armes. Donc il y a beaucoup de choses. Et en fait, au Japon, très tôt, ils se sont spécialisés et ils ont scindé les pratiques en plusieurs sous-pratiques. Mais c'est vrai que pour le karaté, quand on relit Karaté Dokyohan, dont tu as parlé là, on se rend compte que Gishin Funakoshi, il faisait à la fois le travail des armes, à la fois les projections, à la fois les atemi. Les déplacements, c'était pas comme maintenant. Enfin, tout était ensemble, quoi. Il n'y avait pas de séparation. C'est un petit peu comme avant dans les vieux, les arts classiques, anciens. Le travail de la lance, Naginata et tout ce travail-là, mais tout se travaillait tout en même temps. Il n'y avait pas de séparation. Il y avait vraiment un travail de principe qu'on transposait des uns aux autres et on les gardait, une forme de travail. Et après, on s'adaptait au travail de l'arme, au travail de la situation, etc. Ouais. Donc, il y avait vraiment un aspect très pratique et pragmatique. Ouais. Dû à l'époque aussi, donc parce que ils en avaient besoin, il fallait qu'ils l'utilisent. Et le fait qu'il y ait une modernisation, qu'on en ait moins besoin, qu'on ait besoin aussi d'exporter les arts martiaux à travers le monde assez rapidement, comme a fait Nakayama, etc. Il fallait envoyer des instructeurs, même s'ils n'avaient pas le cursus complet. Ouais. C'est très bien, parce que c'est ce qui a permis au karaté, entre autres, et après tous les arts martiaux qui ont suivi après derrière, etc., de pouvoir être connus dans le monde entier. Donc c'est grâce à ça. Après, il y a eu de la perte d'informations, des choix tactiques et politiques qui ont fait que c'est intéressant de revenir en arrière grâce à ces livres, grâce à ces bouquins, pour ceux qui veulent revenir un petit peu, on va dire, à ce qui se pratiquait avant, de comprendre ce qui se pratiquait avant et de se dire oui, c'est toujours du karaté, je ne me fourvoie pas, je suis pas en train de mélanger plusieurs styles, non, je suis déjà dans ma pratique. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont se dire ouais, mais j'aime beaucoup ça, mais c'est pas vraiment du karaté, alors que parce qu'ils ont pas cette information là ou parce qu'on leur a pas donné, et c'est ça qui est intéressant. En revenant en arrière, on peut voir que ça existait déjà. Aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas, donc ça permet d'avoir une légitimité aussi dans sa pratique, de pas se dire « Ok, je fais pas comme tout le monde, mais ça veut pas dire que je fais pas quelque chose qui est pas normal, donc, ou que je sors de mon école. » Justement, en parlant d'école et de normalité, il n'y a pas que les bouquins historiques qui t'ont intéressé. J'ai regardé longuement ton blog, j'ai vu que tu as fait des reviews de récits historiques, de bouquins philosophiques. Je crois que tu as lu le livre des 5 roues de Miyamoto Musashi aussi. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des livres comme ça qui t'ont plus marqué que d'autres, des livres qui ont modifié ta façon de voir les arts martiaux? Il y a toujours eu plein de petits livres. Il y a toujours eu plein de petits livres. Les livres de Kenji Tokitsu, donc qui sont toujours très intéressants. Après, je pense que c'est des livres, il faut déjà être un peu éduqué martialement pour pouvoir rentrer dedans. Ça se lit pas facilement. Il a une écriture assez dense, assez compliquée et qui mélange style d'écriture plus profondeur martiale dedans, donc il faut vraiment rentrer dedans, comme son livre le Kata qui est splendide, donc il amène une profondeur et une richesse dans la culture, dans la compréhension, parce que c'est essayer de comprendre aussi les arts martiaux, c'est aussi de comprendre sa culture qui l'enveloppe. Oui. Parce que c'est réellement à l'intérieur, c'est comprendre le Shinto déjà, mais ça aide déjà à comprendre un petit peu les arts martiaux, quoi. Et au niveau philosophique, j'ai vu que tu avais aussi mis un post sur ton blog à propos des livres de Jean-Lucien Jazarin,
qui était président du collège Oui, des ceintures noires de judo. Ça, ouais. c'était un gars qui était quand même particulier pour les arts martiaux. Il avait une vision très traditionnaliste. Il a vraiment marqué son époque pour le coup. Oui, il a vraiment marqué son époque et son bouquin, c'est assez marrant parce que j'en parle régulièrement au dojo où j'enseigne. Il y a une section de judo à côté et il y a plein de ceintures noires qui ne le connaissent pas Ouais, ouais. et qui connaissent pas ce personnage. Je leur ai dit, mais s'il y a un livre à lire sur le judo, mais c'est celui-là, quoi. Voilà. C'est un livre, mais fantastique. Et puis, si on ne sait pas que c'est du judo, on parle d'arts martiaux, quoi. Oui, Voilà, c'est vrai c'est que cette vision complètement qu'il a à transposable. propos du judo, elle est globale, elle n'est pas que pour le judo. Il a une vision de la martialité qui est Mm, transposable au karaté, à l'aïkido, même au sport de mm, combat dans une certaine mesure. Et il a vraiment un avis qui est très actuel, mine de rien, parce que le bouquin a été écrit il y a plusieurs décennies, je crois dans les années 60-70, et mm. après il a été réimprimé dans les années 80. Mais c'est vraiment une vision que moi je peux retransposer à la réalité actuelle, parce que il a un avis sur les compétitions, sur les grades, sur tout ce qui fait les arts martiaux en fait. Et on se rend Mm. compte, moi je l'ai beaucoup apprécié ce bouquin de Jean-Lucien Jazarin. Il faut aussi dire C'est pour les auditeurs que t'as pas que t'as une pratique qui est multiple et puis tu proposes depuis de nombreuses années des reportages en terre martiale mm, qui présentent justement la pratique martiale dans leur terre d'origine. Et c'est des reportages qui sont vraiment magnifiques et qui présentent bien la merci. pratique martiale, le kali eskrima, le karaté, etc. Et donc tu as une pratique qui est multiple et forcément la pile de bouquins, je suppose que c'est comme moi, elle s'accumule au fur et à mesure du temps parce qu'on peut pas être partout en même temps. Mais C'est ça. d'ailleurs, je voulais te Oui. demander, est-ce que tu vois au dojo une différence de pratique entre ceux qui s'intéressent aux bouquins, à l'histoire des arts martiaux ou aux bouquins techniques, et ceux qui n'ont jamais ouvert un bouquin de leur vie et qui, grosso modo, ne le feront jamais? Après, on peut parler de bouquins, mais aussi de vidéos. Oui. C'est la curiosité, en fait, la curiosité d'aller plus loin que dans sa pratique au dojo. Mhm. Et oui, forcément, c'est obligatoire, hein. C'est à partir du moment où on commence à être curieux de sa pratique, c'est qu'on est investi à l'intérieur. On va chercher quelque chose, on veut plus d'informations. Moi, en plus, je suis extrêmement comme ça. Dès que je découvre un truc, un sujet qui me passionne, je m'investis dedans. Donc, je vais dedans, je vais chercher. Voilà, je suis tout le temps dedans. Et il y a des gens qui ne lisent pas, ils vont pas voir de vidéos, même pas sur YouTube ou quoi. C'est rien, rien. Ils viennent faire leur cours et ils repartent, hein. Mais quand on commence à discuter un petit peu avec ces personnes, on se rend compte qu'ils viennent pour faire du sport, ils viennent pour s'entretenir, pour être dans un réseau social, mais ça va pas bien plus loin. Après, ça change peut-être des fois. Il y a des gens qui changent. Et puis il y en a d'autres, c'est carrément dès le départ, quoi. Dès le début, j'ai un élève qui a commencé là en septembre, et puis de suite, il m'a dit ouais non mais j'ai vu que tu avais écrit sur le karaté Dokyohan. Il me dit ah mais je l'ai commandé. Je dis ah bon, tu l'as commandé déjà? Ouais, ça faisait même pas 2 mois qu'il s'entraînait. Je dis c'est bon, ouais tu vas voir certains trucs, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Il me dit ouais non c'est super et tout ça. Je suis super content de l'avoir, Ouais, il est mais je passionné, comprends c'est pas tout, mais bien. c'est pas grave. Voilà, c'est de suite en fait, il a cette envie de découvrir, de décortiquer, de savoir d'où ça vient, de comprendre. Et je pense que ça aide à mieux comprendre l'univers dans lequel on tourne. C'est comme si on va faire un job et on fait que le job qu'on nous demande, mais on sait absolument pas à quoi ça sert dans un environnement plus grand, et ce que font les autres à côté, à quoi, voilà. Je pense que c'est très très focalisé personnellement, et on veut pas voir ce qui se passe autour. C'est pas un jugement, c'est juste qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je trouve que dans la pratique martiale, après qu'on le fasse de façon sportive ou pas, ce serait bien de s'investir un petit peu plus, et pour le faire briller un petit peu plus, parce qu'on développe une passion, et une passion, c'est ce qui nous fait vivre. Sans passion, il y a un peu moins de goût. Alors, je sais pas exactement comment c'est en karaté. Je sais que ça existe. Enfin, ça a existé. Je sais plus comment c'est maintenant. Mais tu sais qu'il y a les formations pour les instructeurs. Il y a Mm, l'école des cadres, etc. mm, Et je sais que très souvent, là, les formateurs utilisent les livres, que ce soit de chez Budo Édition ou d'ailleurs. Ils utilisent ces ouvrages parce qu'ils ont besoin de sources sur l'histoire, sur la technique, sur la pédagogie, etc. Et donc ils ont besoin de ce savoir qui est représenté dans ces livres. Très souvent, c'est le moment où les gens passent la ceinture noire ou le moment où ils vont à l'école des cadres, où ils découvrent ces livres. Et en fait, on se rend compte
il se rend compte que de la ceinture noire, enfin de la ceinture blanche à la ceinture noire, ils ont loupé une partie de la pratique parce qu'ils se sont jamais intéressés à cette pratique que l'on peut retrouver dans les livres. Moi, ça m'a de suite passionné quand j'ai commencé le karaté. J'en parlais avec les gens du dojo, je leur disais mais t'as lu tel truc, t'as vu ça, c'est incroyable et tout. Et les gens me disaient ah non, j'ai pas lu, et je voyais une sorte de je m'en foutise, mais je comprenais pas parce que quand t'es passionné par le truc, t'as envie de t'intéresser quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Je crois que tu as animé toi-même à un moment l'école des cadres, si je dis pas de bêtises. En fait, non, j'ai pas animé, j'interviens à l'école des cadres. Hein. Okay. J'interviens comme intervenant extérieur. Donc où là, j'interviens en pédagogie pure et dure, donc la science de l'éducation, qui me passionne aussi. Donc où là, je sors des façons d'enseigner classiques, on va dire, des arts martiaux, où là je m'inspire plus de toutes les pédagogies qui puissent exister, et qu'on retrouve après dans les arts martiaux maintenant, de façon épisodique, mais d'essayer de leur amener une façon de concevoir des cours, de comment amener et comment transmettre surtout, de comment je peux transmettre. C'est pas qu'est-ce que je dois leur transmettre, hein, mais c'est comment je leur donne. Voilà, c'est la façon de transmettre. Oui, ben justement, à ce propos, voilà. À propos de pédagogie, il faut quand même que je le montre parce que c'est un super bouquin, Enseigner le karaté, de Gérard Shemama, qui est un grand pédagogue dans les arts martiaux, dans le karaté en particulier. Ça, c'est le genre de bouquin justement qui est destiné aux enseignants. Et pour les formations, je sais qu'il est un petit peu utilisé dans les formations, dans les écoles des cadres un peu partout en France. Et ça, c'est le genre de support pédagogique, c'est vraiment bien, je pense, parce que les professeurs, quand ils débutent, souvent, ils sont perdus. Ils ne savent pas trop construire les cours, construire un programme sur la durée, etc. Quels sont les objectifs qu'ils vont essayer de faire atteindre à leurs élèves. Et là-dedans, il y a un petit peu tous ces sujets-là, quoi. Donc, c'est le genre de support pédagogique qui peut être sympathique. Oui, je m'en rappelle. Moi, je l'avais quand je préparais mon brevet d'État. Bon, c'était l'édition. Oui, non, mais Gérard Shemama est quelqu'un de très, très compétent et qui avait amené beaucoup de choses, quoi. Dans la pédagogie en France, c'était très bien. Parce qu'avant, c'était je te montre, tu fais. Voilà. C'est vrai. Ça a été comme ça longtemps. Construction du cours, on s'échauffe en faisant des canards sautés. Après, on fait un peu de kyon, un peu de kata et on fait comité à la fin. Voilà. C'était toujours un petit peu pareil. Et donc, ça a amené une vraie fraîcheur, à l'enseignement. Ouais, c'est surtout ce qu'il faut dire, c'est que la technique du karaté, on en a parlé, depuis Karaté Do Kyohan jusqu'à nos jours, elle a évolué. Mais ce qui a évolué le plus, je pense, c'est vraiment l'enseignement et la pédagogie. Et justement, grâce à des gens comme Gérard Shemama, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la pédagogie en karaté, ça a beaucoup plus évolué, parce que maintenant, on a beaucoup d'enfants dans les clubs, surtout des enfants en réalité. Et donc, on ne peut plus enseigner aux enfants comme on enseignait aux adultes dans les années 70, c'est pas possible, quoi. Donc, il y avait une évolution à faire. Et j'en profite pour te demander, je crois que tu as lu aussi, si je dis pas de bêtises, voilà, celui-ci. Un bouquin à propos d'histoire du karaté de Guy Sauvin. Ah oui, avec Guy Sauvin, oui. Ouais. Non, mais Guy, après je l'ai bien rencontré, je l'avais même interviewé sur ma chaîne, donc c'est quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Donc il fait partie des pionniers, quoi, du karaté français. Et j'ai adoré ce bouquin. Ouais, moi aussi, j'en ai fait un article, parce que quand je l'ai lu, j'ai fait ah non, il faut que je partage, quoi, parce que les gens ils doivent comprendre comment c'était le karaté il n'y a pas si longtemps, au début de la fédération, comment c'était. C'est exceptionnel. Il y a plein d'anecdotes, mais qui sont. Il y a plein de choses. Il y en avait que je connaissais. Il y en a que je connaissais, et puis il y en a plein d'autres que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai trouvé ça génial. Ah, il a fait un super travail, hein. Vraiment un très très beau bouquin. Et en plus de ça, non seulement il est beau, mais la quantité d'informations qu'il a compilées, c'est vraiment quelque chose de formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, et pourtant. Les bouquins d'arts martiaux, en général, tu sais, les bouquins sur l'histoire, moi je suis historien de formation, donc je suis un petit peu critique, voire très critique parfois. Mais là, c'est vraiment, il a fait un travail formidable parce qu'il retrace année par année sur un plan chronologique tous les grands événements du karaté et il reprend depuis le début parce qu'il commence on aurait pu se dire, bon, le gars va commencer en 1975 quand la FFKMA est créée, quoi. Non, pas du tout. Il revient en 51.
Et il parle même de la Fédération française de boxe libre et de karaté qui a existé de 54 à 60, donc la première fédération qu'a créée Henri Play. Et il y a plein d'anecdotes à propos de l'évolution du karaté dans cette époque-là et tout. Franchement, j'ai trouvé ça formidable. Ah mais non, c'est un super bouquin. Moi, il est toujours derrière. Il est extraordinaire ce bouquin. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment, c'est une pépite. Si vous regardez, que vous l'avez pas lu, que vous êtes karatéka et que vous voulez savoir comment ça a commencé en France, bah, allez-y quoi, parce que là, Ouais. vous aurez tout quoi. C'est vraiment génial quoi. C'est plein d'informations, d'anecdotes et de voir l'évolution en fait. On est en pleine évolution dans les fédérations. Actuellement, il y a eu des changements, mais ça fait partie. Donc on en reparlera dans 20 ans et ça sera pareil. Mais c'est l'évolution et de voir d'où ça part. Et encore une fois, c'est une trajectoire. Et donc comprendre l'avenir, c'est comprendre un peu le passé. Donc là, il a fait, Sovin Sensei, il a fait un super boulot, quoi. D'ailleurs, toujours pour rester sur l'histoire du karaté, alors ils sont où? Voilà, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a les 2 livres de Gishin Funakoshi, Karaté-do, Ma voix, ma vie, qui est donc sa biographie, son autobiographie plutôt. Et l'essence du karaté, où il raconte à la fois une partie de ce qu'il a vécu, mais aussi de ce qu'il sait à propos du karaté d'Okinawa. Et là, il y a des informations très intéressantes à propos des maîtres de Gishin Funakoshi, Anko Itosu, Sokon Matsumura, Asato, etc. Donc ça, pour connaître le karaté d'Okinawa, c'est quand même la base, hein. En plus, c'est des petits livres qui sont pas très chers, qui sont plutôt... Non, ils sont pas chers, ils sont facilement digérables. Voilà, exactement. Ils sont plutôt facilement assimilables, c'est ce que j'allais dire, parce que ils sont bien coupés en chapitres, donc on peut lire un chapitre rapidement, que ce soit dans les transports en commun ou le soir avant de dormir, et après passer au suivant le jour d'après. Donc c'est vraiment des livres qui sont très bien faits, je trouve. Et pour les jeunes, pour les adolescents, ça se lit en fait très bien en réalité. C'est pas que pour les adultes ou quoi. Moi, j'ai lu ça, je devais avoir 15 ans. Ça allait très bien, quoi. Non, c'est très bien. Et puis ça amène aussi les premières valeurs, l'explication sur les premières valeurs du dojo. Et donc ça, c'est intéressant. Ça me permet de sortir le 3e, les 20 préceptes directeurs du karaté-do. Ben oui. Je parle des valeurs, voilà. Donc il faut savoir, les gens, c'est fou parce que moi je le remarque, moi, j'ai travaillé sur le karaté, et je sais pas si tu sais, j'ai publié moi aussi un livre sur l'histoire du karaté. Et je me suis rendu compte que les gens connaissaient même pas ils n'avaient même pas connaissance de l'existence de ces 20 préceptes, alors que parfois ils étaient karatéka depuis des années. J'ai dit, mais les gars, achetez des bouquins, quoi. Oui, non, et puis elles sont pas forcément mises en avant, parce que... Alors après, moi ça va être une critique, parce que je suis dans ce sens-là, quoi. C'est que avant, on allait dire, on va suivre le code, on va suivre... Voilà, c'est important. Il y avait la responsabilité de suivre en tant qu'enseignant ce code-là, que ce soit sur le tapis, mais aussi en dehors du tatami. Exactement, ouais. Et petit à petit, cette chose, ça s'est bien étiolé, et puis respect, encouragement, sincérité, amitié, et bien ça vole en éclats dans tous les sens, donc bon... on va en parler un petit peu, on va garder que les trucs qui nous intéressent, qu'on peut garder sur le tatami, et puis le reste, on va le mettre de côté, quoi. De plus en plus, les gens, il leur manque quelque chose. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui viennent dans les arts martiaux classiques. Ils viennent dans ces arts martiaux-là aussi pour ça, parce qu'ils sont en recherche, en fait, d'un cadre avec des principes, etc. Faudrait que, ils soient respectés dans les clubs, dans les dojos, parce que sinon, les gens, ils viennent avec un espoir de trouver quelque chose qui leur correspond, avec des valeurs humaines, sociétales. Des années plus tard, ils se rendent compte, en fait, que c'est que du blabla, et qu'il y a très peu de personnes qui le suivent. Je fais vraiment très très attention, quoi. C'est que, voilà, c'est pas évident. On va pas dire, oh non, je suis sans reproche. Bien au contraire, on vit pas sans reproche, mais on essaye d'être clair avec soi-même et clair avec ses valeurs. Des valeurs humaines. Hein. C'est d'ailleurs important. Une grande différence. Moi, je suis en train d'écrire mon doctorat sur l'histoire du judo sur la Côte d'Azur, après avoir travaillé sur le karaté. Et j'ai remarqué que c'est une grande différence entre le judo et le karaté. Tu sais que le judo, ils ont créé leur code moral. D'ailleurs, c'est sur la Côte d'Azur qu'il a été créé. Et après, il a été exporté un peu partout dans le monde. Et le karaté, on a un code qui est les 20 préceptes, qui n'est pas du tout mis en avant par les instances fédérales, qui pourtant existe depuis l'origine, donc qui est plus ancien, plus traditionnel, qui mériterait d'être mis en avant et qui l'est pas du tout. Et en fait, sur ce point-là, le judo a réussi tout ce que le karaté a raté. Parce que les parents, quand ils inscrivent les enfants au judo, ils savent, parce qu'ils ont ce truc dans la tête, c'est rentrer dans les mentalités, que le judo est un sport éducatif
où on apprend le respect, où il y a un cadre, où ça va éduquer les enfants en plus de leur faire du sport. Et le karaté n'a pas cette image, alors que pourtant, plutôt que le judo, le karaté avait un code moral. Et moi, je trouve que c'est un manquement des instances fédérales. Ils devraient communiquer là-dessus, ça leur ferait peut-être plus de licences déjà dans un premier temps. Et en plus de ça, ça mettrait dans la tête des futurs professeurs, puisque ce sont les pratiquants d'aujourd'hui, les futurs professeurs, ils diraient le karaté est un sport éducatif. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, mais majoritairement, en fait, les fédérations récupèrent le même code moral du judo et pas les codes classiques, quoi. Bon, par exemple, de Funakoshi Sensei. Mais par rebond, comme tu disais, la fédération a gardé en fait ce code moral qui est un peu judo, qui est complètement transposable, donc ça c'est super. Mais par rebond, les gens comprennent en fait que les arts martiaux en général, et c'est plus le judo, c'est judo, karaté, aikido, voilà, c'est tous les hauts, taekwondo aussi, voilà. Et ils y arrivent en fait, et par rebond, ils récupèrent en fait cette aura comme quoi ils vont apprendre la discipline parce que c'est des arts martiaux. Tout ça grâce, voilà. C'est voilà, c'est oui, je vous amène mon petit, il a besoin d'un peu de cadre, donc ça va lui faire du bien les arts martiaux. Ok, on est sur un autre problème sociétal, mais l'image en fait elle continue à être véhiculée et ça c'est intéressant dans ce sens-là. Après, ça serait peut-être bien, oui, de revenir en arrière au niveau du karaté des fédérations, peut-être de remanier un petit peu ça et de remettre les anciens préceptes, les plus anciens qu'on ait, et de les remettre un petit peu au goût du jour. Donc ça pourrait être bien. Surtout qu'en karaté, il y a de quoi faire parce que Gishin Funakoshi, il était poète, il écrivait très bien. Son autobiographie est vraiment bien écrite, sa traduction en français est très très bien faite. Donc c'est quelque chose d'accessible facilement. Le bouquin est pas cher. On en trouve souvent des bribes d'ailleurs sur tous les sites internet qui présentent plus ou moins le karaté. Donc c'est vrai que c'est accessible. C'est pas comme s'il fallait lire des sources en japonais ou c'est vraiment c'est là quoi. Alors pour continuer sur les livres, j'ai ici derrière moi justement quelques bouquins d'arts martiaux dont tu dois avoir la connaissance. Donc on a évidemment le Karaté Dokyohan que tu as présenté sur ta chaîne dernièrement. Donc voilà, ça c'est le bouquin de Maître Funakoshi qui a été écrit dans les années 30, qui présente à la fois l'histoire mais aussi la technique et la philosophie du karaté. Sur les points techniques d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est pas du tout le karaté qui est pratiqué de nos jours. C'est un karaté qui est beaucoup plus ancien, qui est beaucoup plus global aussi, comme on l'a dit, parce qu'il y a la pratique des armes, il y a les projections et tout un tas de choses. Voilà, donc ça c'est les livres un petit peu essentiels dont je voulais parler avec toi. Mais surtout, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tes élèves lisent des livres maintenant? Puisque toi, tu es un grand lecteur. Est-ce que ça a réussi à transpercer le bouclier des élèves? J'essaye de leur donner le goût du livre. Ah, pas facile. T'as beaucoup de jeunes dans le club? Non, j'ai moins de jeunes que d'adultes. Ok. J'ai une grosse section, mais j'ai une très grosse section adulte, donc ce qui est très bien. Malgré que bon, j'ai une cinquantaine d'enfants, hein, donc c'est ce qui est très bien. Voilà, je les envoie, je mets des petites piques de temps en temps, leur dire voilà, tiens, il y a ça, ce maître il en parle, et j'essaye toujours en fait de leur susciter la curiosité, un éveil, comme on le fait avec des enfants. Donc de les préparer pour plus tard. Un élève en fait, à la base c'est un petit peu ça, il est là pour être préparé par son sensei, mais c'est comme un enfant avec ses parents, c'est de le préparer pour qu'il puisse être libre de faire ses propres choix, faire choisir son propre chemin. Pour ça, il faut qu'il soit éduqué correctement dans le bon sens et qu'il puisse faire des choix avisés. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'apprendre, de lire. On disait que si on voulait juste maintenir une société, il faut les empêcher en fait de s'éduquer, quoi. C'est pour ça que c'est important, même dans notre société martiale, c'est un petit peu la même chose, le fait que les gens ne lisent pas, ne s'interrogent pas, mais c'est des gens qui sont abreuvés d'informations que d'une seule source, qui peut être très bonne, comme pas du tout, malheureusement. Et ça fait des gens qui sont enfermés, alors que le fait de s'ouvrir, de comprendre, c'est pas remettre en question, c'est juste de s'ouvrir, de comprendre, de rechercher, de se dire où est-ce qu'on va, comment on y va, et de se faire un avis sur les choses. Parce que les arts martiaux sont tellement énormes qu'on peut être d'accord sur certaines choses et pas du tout sur d'autres. Sur des visions de pratique, sur plein de choses. Il y a tellement de choses à voir, à comprendre. Tout n'est pas blanc et noir. Chaque sensei, chaque maître d'armes qu'il y a eu avait une vision bien particulière. Et ceux qui ont marqué
l'histoire, c'est tous ceux qui ont fait quelque chose de différent des autres. Ils sont Ouais. sortis un petit peu du moule et ils étaient dans un moule, dans le kata, et à un moment donné, ils sont sortis de ce moule et c'est ça qui a fait qu'il y a eu un changement. Et ce changement, mais parce que c'était des gens qui ont eu une vision beaucoup plus globale, ils ont vu autre chose, et ça, c'est important. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, tu me fais penser un petit peu à Reski Uzrut, tu dois connaître, qui a écrit Ah oui, ses livres Areski fait sur des... le kata et le le karaté. bunkai. Il parle souvent Mm. justement de sortir du moule et de proposer quelque chose de novateur, de différent. Il a fait un gros travail sur les katas et les bunkai. Et c'est vrai que ce moule en karaté, il a longtemps enfermé les karatékas dans un carcan. Et maintenant qu'on commence à comprendre qu'on peut faire plus que ça, mieux que ça, eh ben, c'est vrai qu'il y a des pratiques qui se renouvellent et c'est très intéressant. En Mm. karaté en Et particulier, mais aussi ouais. en judo, en aikido, c'est vrai aussi. Mais c'est comme partout, c'est le moule, le kata n'est qu'un cadre de pratique. Et il faut pouvoir le pratiquer à l'intérieur de ce cadre, mais une fois qu'on a compris ce cadre, qu'on le maîtrise le cadre, et là maintenant il faut changer de cadre, l'agrandir le cadre. Et c'est là où on va passer sur un autre kata, ou changer la façon de voir, et on va ouvrir. Mais il faut pas rester dans une pratique qui reste figée. Faut la faire grandir, il faut la faire évoluer. Et c'est souvent le problème. Comme tu disais, les gens, ben, ils se sont bloqués eux-mêmes à l'intérieur et ils savent plus sortir de ce moule. Ils en sont prisonniers. Ils sont prisonniers de leur kata, ils sont prisonniers de leur technique. Ils maîtrisent parfaitement, mais dans leur cadre, ils savent pas faire autre chose en dehors. Et ça, c'est dommage. Ouais. Alors qu'ils ont pris tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Et une fois qu'ils l'ont, ben maintenant, il faut agrandir le cadre, agrandir le filet, aller chercher d'autres choses en dehors de ce cadre. Et le problème qu'on retrouve maintenant, chose qu'on n'avait pas il y a 30 ans, c'est que les gens maintenant, ils vont en dehors du cadre avant même de comprendre le cadre. Ouais, c'est vrai, il y a aussi ça. Bah, Yeah. c'est l'ère d'Internet, c'est-à-dire qu'ils ont accès à une C'est ça. telle source d'informations, de différentes valeurs d'ailleurs, c'est le moins qu'on puisse dire, que ils sont tentés d'aller voir ailleurs avant même d'avoir compris ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont déjà sur essayer de faire autre chose. Ils ont... C'est ça. Bon, Ou de mettre leurs propres pattes alors qu'ils n'ont pas Ouais, encore compris ce qu'on leur enseignait. Et après, c'est un problème de nos jours, qui n'existait pas avant, parce qu'il n'y avait pas un accès à l'information comme aujourd'hui. ouais, c'est vrai. Et puis avant, s'il y avait un ou deux dojos dans la ville, c'était déjà beaucoup. Il y a eu une Mhm. époque où il y en avait même pas du tout. Il fallait aller dans la ville d'à côté pour pratiquer. Donc C'est ça. maintenant, il y a un tel foisonnement d'arts martiaux, de méthodes, et puis tout est connu. Il suffit d'aller sur YouTube et on peut voir 15 arts martiaux différents en une heure. Donc c'est vrai qu'ils sont tentés d'aller voir ailleurs avant même d'avoir maîtrisé ou d'avoir entrepris de maîtriser un kata ou une technique. Mais ce qui est très intéressant pour le karaté, enfin à mon avis, c'est que très tôt le karaté, il a cherché à incorporer, en tous les cas le karaté français, il a cherché à incorporer des techniques qui viennent d'autres arts martiaux et essayer de s'émanciper de ce cadre qu'il avait longtemps restreint. Et je crois que toi-même d'ailleurs, avec le Kali Eskrima, tu as essayé de transposer des techniques qui viennent d'ailleurs dans ton karaté. Est-ce que tu l'as fait? Alors, c'est pas que j'ai transposé des techniques, c'est plus des principes. C'est Mhm. plus des principes de travail et qu'on retrouve après partout. Donc, c'est des principes de combat ou des principes tactiques militaires, mais qu'on va retrouver aussi facilement mais dans le travail des armes. Je discute avec des maîtres d'armes, que ce soit dernièrement avec un maître d'armes, c'est en escrime, et puis on parlait des mêmes choses. Mais, alors qu'on pratique absolument pas pareil. Ouais. Mais ça n'empêche pas. Et puis en Manu, c'est la même chose, parce qu'on va parler non plus de technicité, mais plus de tactique. C'est de principe de travail, de comment je vais travailler par rapport à ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Le transfert aussi de la mentalité du travail des armes, quand on travaille les armes. Et quand on travaille à main nue, mais c'est pas la même chose, mais parce que le danger n'est pas du tout le même. Donc le style que je pratique, le harness d'Obleterra-Pylone, est un style très pragmatique et très dirigé vers le combat. Donc on travaille assez rapidement en vraies touches, avec des vraies armes. Ça faisait à peine quelques temps que je pratiquais, que déjà j'avais une leçon avec le maître d'armes au couteau en lame vivante. Donc tous les deux on avait de vrais couteaux. Donc ça change vraiment la perspective où on n'est plus du tout dans le même monde. Ou bon, si je prends un coup de poing, c'est pas grave, j'aurai un peu mal et puis demain je peux recommencer. Là, on est donc la recherche
Et l'intégration intellectuelle et du cœur quand tu pratiques n'est plus du tout la même. Ouais. Parce que l'enjeu n'est pas le même. Et quand tu arrives à faire un transfert de l'un vers l'autre, tu pratiques plus de la même façon. Hmm. Parce que tu as tant d'intérêt dans l'un que dans l'autre. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est un truc dont parle. Alors, je dois l'avoir. Oui, Miyamoto Musashi. Eh oui. Alors, il y a plusieurs livres qu'on a sortis chez Budo Édition à propos de Miyamoto Musashi, en particulier donc cet ouvrage de William Scott Wilson à propos de la vie de Miyamoto Musashi, mais il y a aussi évidemment le Gorin no Sho, le livre des 5 roues ou des 5 anneaux, qui est l'ouvrage majeur par lequel, c'est l'ouvrage majeur par lequel est connu Miyamoto Musashi. C'est un livre, moi quand je l'ai lu, à cette époque-là, je faisais de la boxe anglaise, je faisais même pas des arts martiaux. Et pourtant, les principes dont il parle, lui il en parle pour le kendo, enfin pour le kenjutsu plutôt, pour la voie du sabre, et en fait, il en parle comme de principes applicables à l'art du combat des samouraïs, donc lui il est au 16e, 17e siècle, c'est loin de nous quand même. Et moi j'ai trouvé ça formidable pour la boxe, pour le pied-point, c'était quelque chose de tout à fait transposable au niveau tactique. Et très, très souvent, je me fais allumer sur les réseaux sociaux quand je dis que Musashi c'est transposable au pied-point. Mais c'est mon avis, c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que je pense que ça permet vraiment de s'émanciper du carcan tactique qui nous est proposé dans nos sports. Il y avait un bouquin qui est sorti sur l'étude des tactiques, des anciennes tactiques guerrières et de guerre, tout court, et applicable après dans le monde des arts martiaux, avec des traités de guerre, etc. Et donc, de voir tout le travail. Le livre des 36 stratégies. C'est un bouquin qui analyse justement les tactiques stratégiques, que ce soit en Chine ou au Japon, et qui retranspose ça aux arts martiaux. Et c'est très bien parce que tu vois, quand les gens disent, s'ils te disent non, ça peut pas être transposé. Non, la technique ne peut pas être transposée. Par contre, la tactique de combat a toujours existé. Au bout d'un moment, c'est la façon de travailler. On va se rendre compte, c'est comme aux échecs. On a juste une partie d'échecs et on peut pas jouer de 100 000 façons. Mais il y a des tactiques de travail qui nous permettent d'optimiser en fait notre taux de réussite par rapport à nous. Et le but, il est là, c'est de comprendre nos forces, nos faiblesses, celles de notre adversaire et de mettre tout en action pour pouvoir mettre en place un plan d'action de combat. Ouais, tout à fait. Et en point-pied, c'est ce que font tous les grands combattants quand ils vont dans la cage ou quand ils vont dans un ring en boxe, etc. Ils vont regarder en permanence c'est les autres, que ça soit en match de rugby, c'est exactement la même chose. Ils vont étudier, pouvoir mettre en place leur plan d'attaque ou leur plan de défense, etc. Et c'est de la tactique pure. Ouais. Et c'est pas de la technique. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai un exemple à ce sujet, un vrai exemple qui est du vécu. Quand je faisais de la boxe anglaise, donc j'étais débutant, j'étais novice, je lisais déjà ce genre de livre. Le bouquin de Miyamoto Musashi, le livre des 5 roues, c'est le premier livre que j'ai lu à propos d'arts martiaux. Donc j'ai commencé par quelque chose de pas mal quand même, je trouve. Pas mal, ouais, c'est bien, ouais. Et en fait, j'ai redécouvert une technique que je ne connaissais pas grâce à lui. Il parle à un moment de la notion de rythme dans le combat. Et moi j'étais intéressé à cette époque-là par la boxe anglaise, donc je pratiquais pas mal en club et j'avais du mal à placer le double jab en avançant. Tu mets un premier, donc c'est Maete Tsuki pour les karatékas, donc c'est vraiment le coup du bras avant et en avançant un deuxième. Et le doublé, j'arrivais pas à le placer en combat. Le premier, je me le faisais soit parer, soit esquiver, le deuxième toujours bloqué, impossible. Et en lisant Musashi, j'ai trouvé une tactique qu'il utilisait, qu'il appelle ça quelque chose comme une cassure de rythme, j'ai plus le mot exact. Et en gros, il explique qu'au lieu de faire 2 fois avec le même rythme, on fait une première fois avec un rythme et une deuxième fois, on bloque à un moment et en fait, la parade de l'autre part dans le vent du coup, parce qu'il s'attend à une certaine vitesse sur le coup, et le coup arrive après la parade parce qu'on a fait une petite cassure de rythme en 2 temps. Et donc j'ai découvert ça en quelque sorte, parce que ça existait déjà depuis longtemps, et je l'ai utilisé, et je crois que j'ai jamais mis autant de jabs dans la tête de mon adversaire après ça. Et plus tard, quand j'ai continué mes lectures, en fait, je me suis rendu compte que Bruce Lee en parlait beaucoup dans le Tao du Jeet Kune Do, que je dois avoir par là. Voilà, il est là. Le Tao du Jeet Kune Do, c'est un livre qui a été fait à partir des notes de Bruce Lee. Et c'est un livre dans lequel Bruce Lee dessine. Et en fait, il dessine et il explique tout un tas de situations.
Et moi, je l'ai beaucoup utilisé à chaque fois qu'on me demande un bouquin sur la boxe anglaise, plutôt que de préconiser un bouquin sur la boxe. Je leur dis, lisez le Tao du Jeet Kune Do parce que dedans, il y a tout. Il y a le rythme, il y a les déplacements, il y a la distance, il y a tout. Et en fait, Bruce Lee, il en parle dans ce livre, le Tao du Jeet Kune Do, et il explique cette notion de rythme. Et donc, je me suis rendu compte que le cheminement que moi, j'avais fait en lisant des livres, ben en fait, d'autres l'ont fait avant moi, Bruce Lee, etc. Et que si on utilisait plus les livres dans les formations, que ce soit au club ou pour les formations académiques, pour l'école des cadres, ben en fait, on gagnerait du temps en réalité. Les gens auraient déjà connaissance de ça. Bon, c'est bien de le trouver par soi-même, mais quand on veut enseigner, il faut, tu vois, que ça aille plus vite, quoi. On ne peut pas refaire, nous, le chemin qui a été fait par tous les pratiquants avant nous. Bien sûr que non. Et puis ça sert à rien de refaire un chemin qui est déjà parcouru si c'est pour t'aider. Le but, il est là. C'est comme des recherches, tu le sais très bien, hein, des recherches universitaires sont faites que à partir du moment où elles sont validées, après il y a les autres qui peuvent s'appuyer dessus pour pouvoir aller plus loin, etc. Exactement. C'est ce qui permet de faire avancer les choses. Exactement. Et donc d'aller plus loin, d'aller plus vite. Donc c'est pas de refaire la roue. Donc non, c'est l'utiliser. Ouais. Et l'utiliser. Et c'est pour ça que tu vois, quand moi j'ai fait mon mémoire pour mon 6e dan, c'était sur ces notions-là, donc de distance, le mahai, c'est le rythme cadence, le yoshi, et le yomi, qui est la lecture. Et donc les trois sont complètement indissociables. Ouais. Donc c'est vraiment 3 choses qui tournent en permanence, et je voulais vraiment mettre en avant ça, dans le côté technique. Mais si on a une belle technique, etc., mais qu'il manque un des 3 ingrédients, ben, ça marche plus, il n'y a plus rien. Ce qui fait que c'est complètement transposable. C'est pour ça qu'après, ce mémoire, je l'ai mis à disposition en ligne pour que les gens puissent le télécharger, le lire, et se rendre compte que la technique a un sens, mais il faut la nourrir à l'intérieur, et de comment je vais pouvoir l'appliquer, quoi. Ouais, donc les bouquins effectivement nous apportent énormément pour les arts martiaux. Tu as parlé de Hiyoshi et de Mahai, donc pour les auditeurs, c'est la distance et le timing en gros. Et le Yomi, c'est la lecture des mouvements de l'adversaire pour prédire à quel endroit la distance et le timing vont se rencontrer en un point où on peut déclencher l'action. Je vois que tu as beaucoup lu Kenji Tokitsu puisque c'est un truc qu'il a mis en avant très tôt, ça a été un des pionniers là-dessus, sur le Hiyoshi et le Mahai. Et c'est quelque chose de très intéressant. Ouais. J'aime bien Tokitsu. Après, il y a quand on dans Musashi aussi, il en parle très régulièrement. C'est avoir un rythme, une cadence, comme tu disais, discordant. Donc, par rapport à l'autre, donc de pas être sur le même rythme que l'autre, c'est d'être dans les intervalles. Et les sensei, en fait, en parlent avec différents, dans les livres ou dans ce qui reste. Ils en parlent d'une façon ou d'une autre, mais ils reviennent toujours, en fait, sur ces mêmes choses, quoi, et sur ces grands principes, ces grands schémas, et qu'on retrouvera, en fait, partout. Parce qu'ils sont tellement génériques et tellement importants, on peut pas passer à côté. C'est impossible. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est valable en rugby. C'est pas gérer la distance qu'il y a entre toi et l'autre, gérer le rythme de l'autre équipe, et gérer la vision du jeu. Ben, si t'as pas la vision non plus, que tu as pas la lecture du jeu, ben, tu peux rien faire. Ah, d'ailleurs, en rugby, en football américain, ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Parce que moi, j'ai pas pratiqué le rugby ni le foot américain, mais j'ai un peu regardé à la télé. Et c'est vrai que quand tu es en train de traverser les lignes et que tu as quelqu'un qui te rentre dedans, une feinte de rythme au bon moment et tu le passes. Et ça se transpose tout à fait. Mais tu dis ça à un pratiquant d'arts martiaux maintenant, il va te dire « Mais non, ça n'a rien à voir, les arts martiaux, c'est une question de vie ou de mort, etc. » Ils ne se rendent pas compte que la tactique est transposable. Ça n'a rien à voir avec l'enjeu. C'est 2 choses différentes. C'est ça. Bon. Alors pour conclure, je voudrais te demander si tu devais conseiller 3 livres qui t'ont marqué à propos d'arts martiaux, que tu voudrais absolument que tes élèves aient lu, qu'est-ce que ce serait ? De toute façon, oui, le karaté d'Okyohan, pour moi, ça c'est un incontournable. Voilà, ça reste un incontournable. Après, le Gorin no Sho est très bien, parce que ça permet d'avoir une culture sur une autre époque, mais aussi de se poser des questions. Voilà. Moi, je l'ai lu, je sais pas combien de fois. Voilà. Je le relis, je crois, c'est tous les 5 ans, un truc comme ça. C'est pour avoir une autre vision dessus. Je pense que à chaque fois que je vais le relire, j'aurai une autre vision dessus, et c'est très bien. Donc c'est vraiment un livre
qu'il faut apprendre à lire. Et un troisième, ouais, un bouquin de kata, voilà, c'est un bouquin de kata, un bouquin de réflexion, ou même, tu vois, même, soyez curieux. Allez dans la section histoire et prenez un bouquin d'un autre art martial dans un autre pays que vous connaissez absolument pas, juste pour qu'on vous raconte une histoire. On aime tous les histoires, on va au cinéma pour ça, hein, pour qu'on nous raconte des histoires. Ouais. Là, c'est des vraies histoires, donc c'est des vrais gens dans le monde des arts martiaux. Après, si vous préférez que ce soit dans votre art, il y en a existe plein d'histoires où les gens ils racontent leur vie, etc. C'est pour ça que moi, je le partage en vidéo et je fais des documentaires pour que les anciens racontent leurs histoires. Et en bouquin, mais c'est la même chose. Allez lire ces histoires de gens qui ont vécu des choses extraordinaires et prenez plaisir à les lire. Et c'est tout simplement parce qu'ils racontent de belles histoires et que c'est des histoires humaines. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vraiment. Bah, là, j'ai acheté un livre sur le sumo il y a quelques Mm. jours là. La voix du sel, ça s'appelle. Je l'ai trouvé à la Fnac comme ça D'accord. en Ah, cherchant. ok. J'ai dit tiens, je connais pas grand chose au sumo. Ah ouais, pourquoi pas. Et bon, Mm. ça a l'air d'être le parcours d'un pratiquant dans le sumo, mais ça a l'air d'être intéressant. Donc je me suis dit. Donc C'est une question de curiosité, de savoir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe. Et c'est très bien. Ça ne veut pas dire que c'est notre sujet favori, comme moi j'aime beaucoup la science-fiction. J'adore ça. Mhm. Mais bon, une comédie de temps en temps, ou voilà, ça fait pas de mal, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas mon truc préféré, mais j'aime bien de temps en temps. Et les bouquins, c'est un petit peu pareil. Il faut sortir de son univers, aller découvrir autre chose et se faire plaisir. Et puis quand on revient dans son univers, on est content aussi. Et puis on s'est enrichi. Alors on s'est un peu perdu, mais tu m'as dit donc Karate Do Kyohan, Gorin no Sho, et il t'en manque un. Ouais. Attends, 2 secondes. Ah ben si, ce que je disais tout à l'heure, Jazarin. Voilà. Ah ouais, le bouquin de Jean-Lucien Voilà. Jazarin, L'esprit du Voilà. judo, ouais. Excellent. L'esprit du judo de Jazarin. Voilà, comme ça, au moins, je suis pas 100% karaté du tout. Je suis à 30%, donc 3 livres, 3 bouquins, 3 visions complètement différentes. Parce que ce livre est transdisciplinaire complètement et il amène vraiment de très belles valeurs. Voilà, c'est de très très belles réflexions. Après, j'ai beaucoup aimé le deuxième qu'il avait fait avec l'entretien avec son maître, Oui. une conversation, et je le trouve magnifique aussi. C'est pas le même niveau, mais l'éveil du judo est vraiment un superbe bouquin martial, d'arts martiaux. Voilà, il faut pas penser c'est judo, c'est pas un livre technique, donc c'est un livre de réflexion sur les arts martiaux. Voilà, si vous voulez vraiment vous ouvrir un petit peu les yeux et de pas être borné avec la classification. Ouais, le karaté c'est la guerre avec le judo et puis voilà. Si vous voulez changer ça, voilà, lisez ce bouquin et je peux vous garantir que vous aurez plus la même vision du vieux judo. Ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Ah, moi, j'aurais mis un peu comme toi, hein. Je crois que dans mon top 3, c'est sûr qu'il y a le bouquin de Miyamoto Musashi, peut-être même en premier. Je sais pas si je mettrais pas L'art de la guerre de Sun Tzu en deuxième. C'est possible, mais pas sûr. En tous les cas, je mettrais, c'est sûr, le Tao du Jeet Kune Do dedans, parce que c'est incroyable, il y a tout. Et c'est vrai que tu vois, tu en as parlé tout à l'heure, et c'est un bouquin que mon père avait. Ah ouais? Je me rappelle le feuilleté. Ouais, il y a 35 ans, quoi. Ouais. C'était une des premières éditions qu'il devait y avoir en France, Ouais. grand, blanc et noir, je crois. Et je me rappelle, je le feuilletais, il y avait plein de trucs, j'étais là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Bon. Mais ouais, c'était marrant. De toute façon, il n'y avait pas 50 000 bouquins. Hein, donc, au bout d'un moment, tu le lis, tu regardes, et après tu le reposes, et puis des années plus tard, tu reviens dessus. C'était un bouquin intéressant. Bon, on est à 1 heure pratiquement d'entretien, donc on va bientôt rendre l'antenne. Ouais. Je voulais vraiment te remercier et franchement, je voulais te dire, tu fais un travail incroyable pour les arts martiaux. Moi, je suis depuis très longtemps ta chaîne sur YouTube. Je crois que d'ailleurs, tu as été le premier en France, ou un des premiers en tous les cas, c'est sûr, à ouvrir une chaîne sur YouTube. C'était une époque où c'était même pas encore monétisé ni rien, c'était vraiment la pure passion. Et tu as ouvert cette chaîne, tu fais des reportages, tu démontres des techniques, tu parles d'arts martiaux, enfin, c'est vraiment super. Donc j'invite les internautes qui nous regardent à aller voir vraiment. Ouais, en fait, Google a racheté YouTube en octobre 2006. Ouais.
J'ai posté ma première vidéo en novembre 2006. Oh, pauvre. Tu es un dinosaure sur YouTube. Ah, mais je suis un dinosaure, ouais, mais en même temps, la chaîne, elle vit. Là, on vient de passer les 75 000 abonnés, donc c'est chouette. Mais je me considère pas comme un YouTuber, hein, mais plus comme un partageur, hein. C'est pour ça que je prends pas la chaîne comme un YouTuber, hein, qui veut faire absolument de l'audience avec Ouais. des images pour faire de l'audience. Je suis pas là-dedans. Je préfère partager des choses plus simples et donc qui font réfléchir, qui font connaître ce que je fais, qui font connaître les reportages ou connaître certains sensei. Et donc j'y prends le temps, j'y prends beaucoup de plaisir, c'est chouette. Je suis un dinosaure là, mais bon, ça me fait pas une grande chaîne, mais c'est chouette. Je Ouais, suis content de c'est le déjà faire. un travail remarquable. D'ailleurs, je mettrai dans la description de la vidéo tous les liens vers ton blog, vers ta chaîne YouTube pour que les gens puissent aller voir. Merci beaucoup. C'est vraiment Merci. de très beaux reportages que tu fais. Bah, je voulais remercier tous les gens qui nous ont suivis jusqu'à présent sur cet entretien à propos des livres de karaté. Donc je rappelle que si vous voulez acquérir certains des livres dont on a parlé, vous avez évidemment dans la barre de description les liens vers les ouvrages et vers notre site internet budo.fr. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lionel pour tes précieux conseils. Et puis à bientôt sur la chaîne de Budo Édition. Salut! Merci. À bientôt tout le monde.